Bienvenue dans la troisième partie de cette série de didacticiels consacrée aux notions de base de l'électronique dans les véhicules automobiles. La première partie de ce didacticiel vous a permis de découvrir les composants électroniques, de voir comment ceux-ci sont assemblés en grand nombre pour former des circuits intégrés, lesquels forment à leur tour des calculateurs, qui sont interconnectés afin de constituer le réseau de bord d'un véhicule automobile. Cette partie du programme est consacrée au principe de fonctionnement des calculateurs, des types de mémoire pour l'enregistrement des données et de la transmission des contenus en mémoire, que l'on appelle aussi souvent flashage. Voici un calculateur moteur moderne composé de nombreux circuits intégrés de différentes natures. Déplacez le curseur de la souris sur le calculateur, puis cliquez sur les composants électroniques pour obtenir davantage d'informations. Ce composant de mémoire de grande dimension contient des données qui sont générées pendant la marche. Ces composants d'entrée traitent les signaux provenant des sondes lambda. Ce composant de sortie commande le papillon des gaz. Le composant de sortie complexe commande plusieurs actionneurs du véhicule automobile, par exemple les servomoteurs, les soupapes d'injection, les relais, etc. Ces composants de sortie gèrent l'échauffement des sondes lambda. Ceci est un convertisseur analogique numérique doté de plusieurs entrées analogiques. Ce boîtier contient un cristal de quartz dont les oscillations servent de référence à la cadence du microprocesseur. Ce circuit intégré contient l'alimentation en tension de tous les autres circuits intégrés, ainsi que d'autres fonctions. Vous avez ici un composant de mémoire qui contient des données non modifiables du calculateur. Le composant de sortie complexe commande plusieurs actionneurs du véhicule automobile, par exemple les servomoteurs, les soupapes d'injection, les relais, etc. Ce composant de mémoire contient les instructions qui régissent le travail du processeur. Différentes données sont également mémorisées, par exemple les courbes caractéristiques de la régulation moteur. Le microprocesseur est le centre des opérations du calculateur. Il est également le circuit intégré le plus complexe du calculateur. Il traite les valeurs d'entrée, exécute les calculs et produit en sortie des signaux de régulation. Ce composant de sortie commande l'allumage. Ce composant spécial gère la régulation anti-cliquetis. Ce composant est une interface qui établit la connexion avec les réseaux de bus. Ceci est un capteur. Il mesure la pression de l'air ambiant. Tous les composants que vous venez de repérer sur le circuit imprimé sont représentés ici sous forme de schéma fonctionnel. Vous voyez au centre le microprocesseur, en haut les composants de mémoire, à droite l'entrée, à gauche la sortie et en bas la connexion au bus de données. Déplacez le curseur de la souris sur le schéma fonctionnel pour afficher la désignation de chacun des composants. Vous avez sans doute remarqué qu'il existe trois types de composants de mémoire. On rencontre des composants dont les données ne peuvent pas être modifiées. Ces composants sont appelés ROM. On trouve ensuite des composants dont les données évoluent en permanence. Par exemple, lorsque le moteur est en marche. Ces composants sont appelés RAM. Il existe enfin des composants dont les données ne sont modifiées que ponctuellement. Ils sont appelés EEPROM ou mémoire flash. Nous allons maintenant nous intéresser au principe de fonctionnement de ces composants de mémoire.
Voyons tout d'abord les composants de type RAM. Chacune des cellules de la mémoire RAM se compose d'un circuit à transistors. Les transistors représentés ici sont les derniers de 8 circuits. Nous sommes donc en présence d'un seul octet sur plusieurs milliers. Lorsque le transistor est passant, la sortie correspond à l'état bas. Un 0 est par exemple enregistré. S'il est bloqué, la sortie est à l'état haut et délivre donc un 1. Les données contenues dans les cellules de mémoire RAM peuvent être modifiées à tout instant. Il suffit pour cela que le processeur modifie l'état de commande des transistors. Les données des mémoires RAM restent disponibles uniquement tant qu'une tension est appliquée. Dès que l'alimentation en tension s'interrompt, elles sont perdues. C'est pourquoi on parle également de mémoire volatile. Vous trouverez une remarque à ce sujet dans les infos complémentaires. Le contenu des mémoires de type ROM est défini au moment de la fabrication des composants. La méthode consiste à conserver en l'état ou à détruire certaines diodes des cellules de mémoire en appliquant une surtension. Une diode intacte se comporte comme un transistor passant. La cellule correspond par exemple à un 0. Lorsqu'une diode a été détruite ou fondue, sa résistance est élevée, comme celle d'un transistor bloqué, et sa valeur est donc 1. Le contenu de la mémoire ne peut pas être modifié, et il reste enregistré lorsque l'alimentation en tension est coupée. Les calculateurs récents contiennent des mémoires EEPROM, également appelées mémoire flash. Les cellules de mémoire se composent de calculateurs à effet de champ. La grille constitue également une armature de condensateur qui peut être chargée avec une tension ou déchargée. La tension commande le canal source-drain. Un canal passant correspond à un 0 et un canal bloqué à un 1. Il est important que la commande du canal ait lieu sans que le courant ne circule. C'est pourquoi l'application d'une charge électrique sur la grille reste présente durablement, même lorsque l'alimentation en tension est coupée. Lorsque c'est nécessaire, il est cependant possible de modifier la charge des condensateurs, c'est-à-dire d'écrire de nouvelles données. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les infos complémentaires. Voyons si vous pouvez associer les données avec le type de mémoire correspondant. Pour ce faire, pensez aux propriétés des types de mémoire, autrement dit, la possibilité de modifier les données et la persistance des données sans application de tension. Glissez les encadrés au bon endroit. C'est incorrect, réessayez. C'est encore incorrect. Voici la solution. Les données de programme. Les calculateurs. Voyons si vous pouvez associer les données avec le type de mémoire correspondant. Pour ce faire, pensez aux propriétés des types de mémoire, autrement dit, la possibilité de modifier les données et la persistance des données sans application de tension. Glissez les encadrés au bon endroit. Excellent. Les données de programme du microprocesseur sont enregistrées dans une mémoire ROM. Les données de programme ne sont normalement jamais modifiées, mais elles doivent toujours être disponibles lors de la mise sous tension du calculateur. Les valeurs momentanées générées pendant le fonctionnement du véhicule, comme la vitesse de marche, sont enregistrées dans une mémoire RAM. Elles doivent pouvoir être actualisées à tout moment, mais il est inutile de les conserver après l'arrêt du moteur. Les valeurs d'adaptation ou les erreurs sont enregistrées dans une mémoire EEPROM, car ce type de composant permet non seulement de modifier le contenu de la mémoire, mais aussi de le conserver sans alimentation en tension. Dans les calculateurs actuels, les données de programme se répartissent en plusieurs modules. Un petit noyau de programme contient les données de programme non modifiables, et la majeure partie du programme se compose de données modifiables. Cette séparation permet de procéder à des modifications sur un véhicule déjà en circulation, par exemple à l'occasion d'un service.
Ces véhicules peuvent ainsi également profiter des améliorations introduites ultérieurement. Le noyau de données de programme non modifiable a pour seule fonction de permettre l'exécution de ces opérations de programmation, également appelées flashages. Vous connaissez maintenant 3 types de mémoire. Glissez les encadrés dans les cases correspondantes, puis confirmez avec OK. Excellent, vous avez vu juste. Maintenant que vous savez l'essentiel sur la structure d'un calculateur et en particulier sur les composants de mémoire, nous allons nous pencher sur le fonctionnement d'un calculateur. Celui-ci dépend du microprocesseur. Le microprocesseur fonctionne selon un cycle dont les étapes sont toujours les suivantes. Entrée, le microprocesseur lit les données. Traitement, le microprocesseur traite les données. Pendant cette étape, il peut également les relier à certaines informations mémorisées dans les composants de mémoire. Sortie, le microprocesseur transmet des données. Ce principe de fonctionnement est également utilisé pour des fonctions simples, comme la commande de l'éclairage intérieur. Le calculateur lit les signaux des contacteurs de porte. Est-ce que l'un des contacteurs de porte est fermé? Oui, l'éclairage intérieur doit donc être allumé. Non, l'éclairage intérieur doit donc être éteint. La sortie commande donc l'éclairage intérieur en conséquence. Cette séquence cyclique est reproduite en permanence de manière à ce que le calculateur puisse réagir immédiatement. Faites le test vous-même. Contrairement à l'exemple précédent, le fonctionnement du microprocesseur n'obéit pas à des instructions vocales. Pour traiter les données, il possède plusieurs fonctions logiques qui peuvent être représentées par quelques octets. En théorie, 3 opérations logiques permettent de représenter toutes les opérations de calcul. Ou, et enfin non. L'exemple de l'éclairage intérieur utilisé précédemment correspond à la fonction OU. Signal du contacteur de porte gauche ou signal du contacteur de porte droit égale état de consigne de l'éclairage intérieur. Faites à nouveau le test vous-même. Consultez les infos complémentaires pour obtenir la définition exacte des fonctions logiques ainsi que leurs symboles. Les fonctions logiques peuvent être facilement réalisées avec les semi-conducteurs que vous avez étudiés dans la première partie de ce didacticiel. Voici 3 exemples. Ces circuits sont présents dans le module arithmétique d'un microprocesseur. Modifiez la position des contacteurs et vérifiez que le résultat souhaité est obtenu en sortie. Le démarreur de l'autocar ne doit pas tourner lorsque le contact est mis ou que la trappe du compartiment moteur est ouverte. La première condition correspond au blocage de la répétition de démarrage. Le deuxième s'explique par le fait que, depuis le poste de conduite, le chauffeur ne peut pas voir si quelqu'un s'affaire sur le moteur puisqu'il est implanté à l'arrière. Ce circuit logique composé de plusieurs fonctions doit remplir les 2 conditions précédemment citées. Cliquez sur le contacteur de démarrage et sur celui de la trappe du compartiment moteur et vérifiez, d'après l'état du signal, que les conditions sont remplies. Bravo, le moteur tourne.
Cliquez à nouveau sur le contacteur de démarrage pour contrôler le blocage de la répétition de démarrage. Ensuite, dites-nous si, oui ou non, il est possible d'ouvrir la trappe du compartiment moteur lorsque le moteur tourne sans que celui-ci ne s'arrête. C'est juste. Le circuit logique interdit uniquement le démarrage du moteur, pas le fonctionnement du moteur. Après avoir mis le contact, il est donc possible d'ouvrir la trappe pour procéder à des vérifications sur le moteur en marche. En plus des fonctions logiques, les microprocesseurs possèdent des portes logiques. Les portes logiques ne traitent pas uniquement des signaux d'entrée. Leur fonctionnement utilise également le résultat d'une fonction précédente. Les portes logiques sont utilisées pour compter, calculer et mesurer le temps. Prenons un exemple simple. Pour compter les impulsions délivrées par les capteurs de vitesse de rotation des roues, la valeur du compteur est incrémentée de 1 à chaque impulsion. Une autre porte logique convertit la valeur du compteur en valeur kilométrique en fonction du nombre de dents et de la périphérie des roues. Essayez vous-même en cliquant sur le bouton « Démarrer ». Reprenons le circuit de l'éclairage intérieur. Le système inclut désormais une temporisation qui empêche l'éclairage de s'éteindre dès la fermeture des portes. Testez vous-même le fonctionnement et repérez les tâches des modules. Le composant de temporisation laisse l'ampoule allumée pendant que le compteur décompte jusqu'à 0. À votre avis, comment faudrait-il faire pour adapter la durée de l'éclairage temporisé aux souhaits du client? Cochez la proposition adéquate. Excellent. Il faut modifier la valeur de départ du décompteur. Cette opération est appelée paramétrage. Modifiez la durée de temporisation en cliquant sur les flèches. Sur les pages précédentes, les fonctions du calculateur, par exemple l'éclairage intérieur, étaient représentées de la même manière qu'un circuit électrique. Si les fonctions logiques et les portes logiques sont bien des composants du microprocesseur, elles ne sont cependant pas interconnectées ni reliées aux entrées et sorties. Des instructions pas à pas sont données au microprocesseur. Elles décrivent la succession des étapes d'entrée, de traitement et de sortie. Les instructions destinées au microprocesseur sont écrites dans un langage de programmation, puis codées et enregistrées sous forme de données numériques dans ce que l'on appelle une mémoire programme. Cet exemple présente le code d'un microprocesseur imaginaire. Déplacez le curseur de la souris sur le code du programme pour afficher les instructions correspondant à chaque ligne. Vous remarquerez que la longueur des instructions varie entre 1 octet seulement et 3 octets ou même davantage. Un programme décrit toutes les instructions destinées au microprocesseur pour toutes les tâches d'un calculateur. Ainsi, le contenu de la mémoire programme définit pratiquement tout le fonctionnement du calculateur. Le processeur fonctionne donc de la manière suivante. Il regarde dans la mémoire programme la prochaine action à exécuter, puis exécute cette action. Il passe à l'ordre suivant dans la mémoire programme, puis exécute l'action correspondante, et ainsi de suite. Cette procédure se répète de manière cyclique, et elle est rythmée par l'horloge du microprocesseur. Faites une fois encore le test avec l'éclairage intérieur en étant particulièrement attentif aux signaux entrants et sortants.
Observez une nouvelle fois le programme de l'éclairage intérieur. Ouvrez la porte côté conducteur et observez le déroulement du programme. Que se passe-t-il lorsque le microprocesseur est brutalement bloqué par une impulsion parasite? Refermez la porte. Comment se comporte l'éclairage intérieur? Il est en effet possible de rencontrer des états non plausibles. L'éclairage intérieur reste allumé alors que les portes sont fermées. Différentes raisons peuvent expliquer le dysfonctionnement d'un calculateur. Un parasite électromagnétique d'origine extérieure, comme un émetteur radio puissant ou un poste de transformation, ou encore des parasites intérieurs au véhicule, par exemple un moteur électrique dont les charbons sont usés, peuvent perturber le microprocesseur. Il peut également arriver que les données de la mémoire soient erronées. Voici maintenant la raison la plus plausible. À cause d'un trop grand nombre de consommateurs, il s'est produit une surcharge du réseau de bord qui a brièvement interrompu l'alimentation en tension d'une mémoire RAM. Les données se sont effacées et les conditions requises pour faire avancer le programme ont disparu. Un défaut du calculateur est en revanche improbable. Il est préférable de rechercher la cause de la sous-tension en contrôlant par exemple le blindage, la mise à la terre et les conducteurs du calculateur. Lorsque le programme est bloqué, une solution consiste à couper puis remettre le contact, autrement dit, à déconnecter puis reconnecter la borne 15. En cas de problème grave, il faut débrancher puis rebrancher la batterie, c'est-à-dire la borne 30. Faites le test vous-même en coupant puis en remettant le contact. Lorsque l'on met le contact, le processeur du calculateur exécute un programme spécial appelé « remise à zéro » qui est enregistré au début de la mémoire programme. Ce programme met la mémoire de données dans un état de départ précisément défini. Les sorties du calculateur sont également commutées dans un état de départ sûr. Après ces opérations, le déroulement du programme suit son cours normal. À votre tour maintenant de fabriquer un avertisseur d'oubli des phares. L'avertisseur sonore doit retentir lorsque le contact est coupé, que les feux sont allumés et que la porte conducteur est ouverte. Glissez les fonctions logiques nécessaires sur le schéma, puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent. Ce circuit exécute la fonction souhaitée. Depuis tout à l'heure, vous observez le fonctionnement pas à pas du microprocesseur à l'aide d'un exemple. Imaginons maintenant que quelqu'un ouvre la porte conducteur après l'instruction OR A B et que le contacteur de porte est fermé. Combien de pas le microprocesseur va-t-il encore effectuer jusqu'à ce que l'éclairage intérieur s'allume? Cochez la réponse correspondante. Excellent. Cela est bien le nombre de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est maintenant seulement que la sortie est effectuée. Dans quel cas est-il possible de remédier à une erreur en coupant puis en remettant le contact? Cochez les bonnes réponses puis confirmez avec OK. Plusieurs termes reviennent régulièrement lorsqu'il est question de calculateur. Par exemple, développement logiciel, programmation,
codage, paramétrage. Dans ce chapitre, vous allez apprendre ce qu'ils veulent dire. Il faut néanmoins vous attendre à ce que ces termes soient parfois employés à mauvais escient dans la documentation. Le terme de développement logiciel correspond au développement du programme d'un calculateur. Il arrive souvent que cette activité soit également appelée programmation. L'écriture du programme d'un microprocesseur ne recouvre cependant qu'une partie de cette tâche. En effet, la mise à disposition des données de départ nécessaires est au moins aussi importante. Ces données sont déterminées par le biais de nombreuses simulations et essais. Ensemble, le programme et ses données forment le logiciel du calculateur. La création du logiciel est le travail des développeurs. Le logiciel est mis à disposition pour la production. Dans certains cas, les calculateurs sont livrés complets avec le logiciel à la chaîne de montage. Dans d'autres, le logiciel est chargé dans le calculateur en fin de chaîne seulement. Le logiciel est également mis à la disposition des ateliers, par exemple pour les réparations. Les termes paramétrage ou codage désignent le fait de modifier les données de départ d'un calculateur. On peut modifier les données pour adapter le fonctionnement d'un calculateur aux souhaits d'un client. Prenons un exemple. La fonction éclairage de jour est mémorisée dans le calculateur. Les feux s'allument donc le jour dès que l'on met le contact. On peut également modifier les données pour actualiser la configuration du véhicule. En cas de post-montage d'un chauffage additionnel par exemple, il faut signaler ce nouvel équipement à divers calculateurs et en particulier au calculateur du climatiseur afin qu'il utilise les données de départ applicables pour cette configuration. À l'atelier, les collaborateurs procèdent aux opérations de paramétrage ou de codage en utilisant le système de diagnostic. Mercedes-Benz monte les mêmes calculateurs dans plusieurs modèles et gammes de véhicules. C'est le logiciel spécial qui rend ces composants électroniques spécifiques à un véhicule en particulier. Le chargement de toutes les données de programme et des données de départ adaptées à un véhicule dans le calculateur est appelé programmation. Une programmation peut être effectuée dans différents cas de figure. Pendant la phase de production, le logiciel des calculateurs est chargé en fin de chaîne. De même, pour les réparations en atelier, les calculateurs disponibles sont vides. Le collaborateur de l'atelier doit donc programmer le calculateur après l'avoir monté. Il arrive parfois que des fonctions du calculateur soient modifiées ultérieurement afin d'améliorer la satisfaction des clients. C'est le cas par exemple lorsque la loi de passage d'une boîte automatique est perfectionnée. Dans ces deux derniers cas, le collaborateur de l'atelier effectue les changements en utilisant le système de diagnostic. À votre avis, quel type de composant de mémoire utilise-t-on pour stocker les données lors d'une programmation? C'est exact. Pour programmer un calculateur, il faut que les données du programme et de départ soient enregistrées dans une mémoire flash. Cela explique pourquoi l'on dit également qu'on flash le calculateur lorsqu'on le programme. Les calculateurs dont les données de programme et les données de départ sont stockées dans une mémoire ROM ne sont plus programmables puisque le contenu des mémoires ROM ne peut pas être modifié. S'il est possible en principe d'enregistrer ces données dans une mémoire RAM, cette opération est inutile puisque les données disparaissent dès que l'on coupe l'alimentation en tension. De nombreuses opérations de programmation et de codage doivent être confirmées par un code infalsifiable afin d'éviter toute manipulation frauduleuse. Le procédé de codage utilisé est normalisé. Il s'agit du code SCN. SCN est l'abréviation anglaise de Software Calibration Number, autrement dit, numéro de calibration de logiciel. Le code SCN est demandé au constructeur en lui envoyant la description de la modification et le numéro d'identification du véhicule. Ce dernier calcule le code pour le véhicule, le transmet à l'atelier, qui le charge alors sur le calculateur du véhicule à l'aide du système de diagnostic. C'est à ce moment seulement que la modification devient effective. Un message de confirmation est envoyé au constructeur afin d'enregistrer la modification opérée dans le système central de documentation. Toute opération de programmation doit impérativement suivre une procédure détaillée. Dans le cas contraire, le calculateur risque d'être endommagé et inutilisable. Nous présentons ici une procédure de principe. Veuillez vous conformer à la documentation d'atelier avant toute intervention.
Pour effectuer la programmation, il convient d'abord de disposer du nouveau logiciel. Celui-ci est fourni par le constructeur sur CD-ROM ou en ligne. Avant de démarrer la programmation, il faut relier le système de diagnostic au véhicule. Le calculateur concerné est alors commuté dans un état tel qu'il accepte la programmation, c'est-à-dire le remplacement des données de programme et de départ qu'il contient par de nouvelles. Cette préparation se fait en accédant au calculateur avec le système de diagnostic. Parfois, certaines manipulations supplémentaires doivent également être effectuées sur le véhicule. Dans tous les cas, le contact du véhicule doit être mis. Un conseil, pensez à vérifier le niveau de la batterie du véhicule avant de commencer afin de vous assurer que vous disposerez de la tension de bord nécessaire pendant toute la procédure. Le cas échéant, la mémoire de données et programme du calculateur est effacée au cours d'une étape spéciale. Le nouveau logiciel est chargé sur le calculateur. La durée d'installation varie selon la longueur du logiciel et peut nécessiter un certain temps. Attention, la procédure de programmation ne doit être interrompue en aucun cas. À votre avis, que se passerait-il dans ce cas ? C'est juste. Dans ce cas, le calculateur ne contiendrait ni l'ancien logiciel ni la totalité du nouveau. Sur les anciens calculateurs, il est impossible de recommencer la procédure de programmation. Les calculateurs actuels possèdent une copie de sauvegarde de l'ancien logiciel, une précaution qui évite toute panne définitive. Lorsque la transmission des données est terminée, il faut effectuer une remise à zéro du calculateur, par exemple en coupant puis en remettant le contact. Certains paramètres doivent parfois être définis après le flashage. Il faut ainsi rétablir les paramètres du client que vous aurez pris le soin de noter au préalable. Certains processus d'apprentissage peuvent également être nécessaires afin de rétablir les valeurs d'adaptation. Après avoir programmé le calculateur de boîte de vitesse, vous devrez par exemple engager chaque rapport de la boîte manuelle ou automatique afin de calibrer les capteurs de course. Lorsque la mémoire flash a été effacée avant la programmation, elle ne contient plus aucune donnée de programme. Où peut donc bien être stocké le programme qui permet la transmission des données à partir du système de diagnostic, qui enregistre les données dans la mémoire flash et qui contrôle le processus de programmation? Excellent. Le logiciel nécessaire à la procédure de programmation est enregistré dans la mémoire ROM. La quasi-totalité du logiciel étant aujourd'hui stockée sur des mémoires flash, la fonction de la mémoire ROM se cantonne désormais aux opérations suivantes. Démarrer le calculateur lors de la mise du contact et assurer à l'occasion la transmission du logiciel dans la mémoire flash. Le composant de mémoire utilisé peut donc être assez petit.